C'est parti, concentration, elle joue gros. Émilie, c'est maintenant. Ça passe. World champion representing France, Alors peut-être. La Britannique est en train de craquer. C'est fini. C'est terminé, bravo Marie-Pierce, elle a gagné, elle l'a Il va mérité. falloir y aller. Elle y va peut-être. Et c'est elle qui marque le 23e but français. Avant de commencer, nous tenons à souligner que les informations que nous partageons dans ces épisodes sont destinées à des fins générales uniquement et ne sont pas destinées à remplacer les conseils médicaux des professionnels. Si vous avez des préoccupations ou un problème quelconque, nous vous recommandons de consulter un professionnel de la santé qualifié pour obtenir des conseils personnalisés. Nous ne saurions être responsables de toute action ou omission que vous pourriez entreprendre en fonction des informations fournies dans ce podcast. Salut, c'est Manon. Au début d'année, j'ai eu le plaisir de rencontrer Mervyn Travers, physiothérapeute, préparateur physique, docteur en physiothérapie et chercheur dans le domaine des sciences de la douleur et de la tendinopathie à l'université de Curtin. Alors, comme je dis physiothérapeute, vous vous doutez bien que ce n'est pas un français, il nous vient de Perth, en Australie. J'ai eu l'occasion d'être son interprète lors d'un cours qu'il donnait à l'île de la Réunion sur la préparation physique pour les kinésithérapeutes. Au cours de nos conversations informelles, en off, on a eu l'occasion de discuter du sujet des femmes dans le sport, ce qui m'a donné envie de lui donner un micro pour qu'il puisse nous partager ses réflexions. Cet épisode adopte une approche un peu différente de d'habitude, mais on espère que vous le trouverez quand même agréable. Asseyez-vous, détendez-vous et on vous souhaite une bonne écoute. Hi Merv, thank you to be there. Bonjour Merv, merci d'être là. J'ai eu la chance de passer 4 jours avec vous pour la traduction. Et on a pu parler de pas mal de choses. Vous vous intéressez particulièrement aux athlètes féminines, alors est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus sur ce qui vous intéresse ? Quel est votre parcours et pourquoi vous vous intéressez à ce sujet ? Merci Manon, c'est super d'être ici. Alors oui, je suis donc kiné, préparateur physique et je travaille en Australie. Mon parcours clinique se situe principalement dans le sport masculin. J'ai travaillé dans le rugby en Irlande avant de déménager en Australie. J'ai eu la chance de travailler à la fois dans le rugby amateur et professionnel masculin en Australie. Le début de ma carrière s'est donc déroulé en grande partie dans l'environnement du sport masculin. J'ai beaucoup lu de recherches et j'ai essayé d'en appliquer les résultats de manière pratique au sein de ces environnements. Et puis, quand je suis retournée à la pratique privée après avoir quitté l'élite masculine du sport professionnel, je me suis retrouvée à travailler avec de nombreux athlètes d'endurance et particulièrement des athlètes d'endurance féminines. Et j'ai commencé à être vraiment frustrée d'avoir devant moi une athlète féminine de 45 ans et de devoir prendre des décisions basées en premier lieu sur leurs antécédents, bien sûr, mais en m'appuyant sur des données provenant, alors je ne sais pas, je dis un exemple, de footballeurs professionnels de 19 ans ou quelque chose comme ça. Je faisais au mieux pour prendre des décisions par rapport à ça, mais pour moi, il n'a jamais été acceptable de devoir essayer de faire cette généralisation qui est totalement artificielle. Et vous savez, je me demande pourquoi on ne fait pas de recherche et que nous ne posons pas des questions à des cohortes mixtes d'athlètes avec des hommes et des femmes ou alors juste des femmes. Parce qu'il y a des considérations spécifiques qui, à mon avis, sont tout simplement ignorées. Alors oui, voilà ce qui me pose problème avec l'état des recherches scientifiques actuellement. Alors comme tu le disais, on a passé pas mal de temps ensemble ces derniers jours. Tu as pu voir ma présentation. J'ai souligné les cas où les données proviennent uniquement des hommes, et c'est un problème bien sûr, mais j'ai également souligné les domaines dans lesquels la quantité de données provenant des femmes augmente aussi, ce qui est un bon début. Alors bien sûr, c'est pas suffisant, mais il faut bien commencer quelque part, non ? Donc oui, pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment important, parce que je pense que j'ai tellement de patientes que je vois ou que j'ai vues au fil des années, et j'aurais aimé, vous savez, il y a 15 ans ou 20 ans plus tôt, qu'il y ait un clinicien, un kiné, un médecin, un entraîneur, un parent ou un enseignant qui en sache plus sur les aspects importants des athlètes féminines pour ne pas faire face aux problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui si quelqu'un avait eu ces connaissances à l'époque et les avait diffusées par exemple. Je pense donc qu'il nous incombe vraiment, en tant que profession kinésithérapeute,
d'être conscient des problèmes qui existent, des préjugés qui existent, mais aussi du type de complications de santé et des divers facteurs qui existent pour les femmes, et également de faire preuve de vigilance pour soutenir les jeunes athlètes féminines dans ce monde complexe. Pourquoi spécifiquement avec les jeunes athlètes ? Oui, eh bien, c'est vraiment une bonne question. Alors, ce n'est pas pour exclure les athlètes plus âgés, bien sûr. Mais je pense que si les jeunes athlètes sont habilités à mieux connaître leur corps et faire de meilleurs choix pour eux-mêmes, ils seront en meilleure santé lorsqu'ils seront plus âgés. Donc, même des choses comme, vous savez, je me rappelle avoir été, quand j'étais plus jeune, quand j'étais au lycée, je faisais du sport. Moi et mes amis garçons, on faisait du sport et on faisait tous de la musculation, ce genre de choses. Et d'ailleurs, soulever de la fonte lorsqu'on est plus jeune, c'est vraiment une bonne chose pour la force, pour la condition athlétique en général. Personnellement, je pense que ça contribue à bien des choses, notamment même à une meilleure santé générale. Et je me souviens que toutes mes amies de l'époque, toutes les jeunes femmes avec qui j'étais amie, ne faisaient pas de musculation. Et parfois, c'était même explicitement demandé de ne pas le faire. Parfois, c'était même elles qui se l'interdisaient, parce qu'elles croyaient ou qu'on leur avait dit que ça les rendrait trop encombrantes, trop musclées. Et que cela pourrait les rendre indésirables socialement et pour le reste du monde, par exemple. Et j'ai l'impression que certaines d'entre elles ont raté des opportunités en tant qu'athlètes parce qu'elles n'avaient pas le potentiel athlétique qu'elles auraient pu développer par la musculation. Et ce sont des occasions ratées, en fait, finalement, d'améliorer leur santé et bien d'autres choses encore. Alors, moi, la question que je me pose, c'est pourquoi c'était normal pour moi et mes amis de devenir plus grands, plus forts, plus rapides, et que ce n'était pas la même chose pour nos amies filles de faire pareil. Donc cela ne me convenait déjà pas à l'époque et cela ne me convient toujours pas. Donc je pense, vous savez, qu'il y a beaucoup de désinformation à ce sujet. J'étais de retour en Irlande juste avant Noël et j'ai eu une conversation avec un membre de ma famille. Je lui ai demandé si elle avait eu la possibilité de faire du sport lorsqu'elle était plus jeune en Irlande. Donc en fait, elle est un petit peu plus âgée que moi. Elle racontait qu'elle avait eu l'occasion de jouer, mais pas autant que les hommes. Et ça s'expliquait par le fait, par exemple, qu'on leur avait dit de ne pas jouer au hockey, parce que la pratique d'un sport vigoureux comme le hockey affecterait leur fertilité. Ouais, c'est des choses qui étaient dites par des personnes très importantes du pays. Il s'agissait d'un récit très répandu venant des hautes instances vers le bas. Et puis, le truc avec le récit social de l'époque, c'était qu'en tant que femme, c'était votre travail, votre rôle dans la société, d'être à la maison et d'avoir des enfants, vous savez. Je suis pas forcément d'accord là-dessus pour parler, je suis peut-être pas la meilleure personne. Mais voilà, c'était le récit social de l'époque. À cette époque, la raison pour laquelle vous existiez, c'était de rester à la maison, d'avoir des enfants et d'être mère au foyer, ce qui, d'ailleurs, si les gens choisissent de le faire, c'est totalement ok, c'est pas du tout ça que je dénonce. Mais pour quelqu'un dont ce n'était pas forcément le plan initial, eh bien, on leur avait dit qu'elle ne devait pas pratiquer un sport vigoureux parce que ça la interférerait avec le prétendu récit de la personne dans laquelle vous devriez être dans la société. C'était le récit prédéterminé en fait de ce qu'on attendait des femmes. Et ça, c'est incroyablement pas cool. Ce n'est pas juste. Et cela va au-delà en fait. Elle m'expliquait comment les autres membres de sa famille avaient eu la possibilité de faire des études, mais que ça ne lui avait pas été accordé parce que, une fois encore, cela ne servait à rien parce qu'elle finirait par, vous savez, rester à la maison, avoir des enfants, etc. Oui, donc en fait, même si elle ne le veut pas, elle ne le peut pas. Exactement. Et donc cette histoire concerne tous les domaines. Mais en fait, l'idée que même le sport et l'exercice physique, la possibilité de faire du sport ont été intégrés dans ce récit social plus large autour du rôle prédéterminé des femmes, waouh, eh bien je veux dire, je savais pas quoi dire. Vous savez, je suis tellement heureux qu'il y ait des régions du monde où des gens essayent de faire et que les choses soient différentes, que certains membres de notre profession essayent de changer des choses pour la considération des femmes, mais je pense qu'il reste encore beaucoup de choses à faire. Oui, clairement. Et c'est 100% vrai. Et en tant qu'entraîneur de force ou de préparateur physique et en tant que kiné, quel aspect de la santé des femmes ou des athlètes féminines devrait, selon toi, être pris en compte ? Le truc, c'est que chaque athlète qui franchit la porte de votre cabinet, c'est un individu unique.
Vous devriez donc poser des questions liées à cette personne et à son état de santé en général. Ainsi, pour de nombreuses femmes, par exemple, je vois beaucoup d'athlètes d'endurance. Et en y repensant, je pense d'ailleurs que quand j'étais un jeune kinésithérapeute, je n'ai peut-être pas posé beaucoup de questions à ce sujet. Peut-être que je n'étais pas sûre de mes connaissances sur ce sujet d'ailleurs, je ne suis toujours pas certain de mes connaissances sur le sujet. Peut-être que je n'étais pas très à l'aise avec les questions qui pouvaient sembler tabous. Peut-être que j'avais peur d'obtenir la réponse. Peut-être que je ne savais pas qu'est-ce que j'allais faire. Peut-être que je voulais juste me débarrasser de ce que j'allais entendre. Je ne sais pas, mais j'aurais certainement pas demandé ce que je demande maintenant. Et finalement, tu sais, moi, je regrette de ne pas l'avoir fait. Mais nous évoluons tous en tant que cliniciens. Donc, je travaille maintenant avec de nombreux athlètes féminines d'endurance. Et c'est extrêmement important de parler de l'alimentation. Extrêmement important. On le sait maintenant. Donc moi, je vais demander aux patientes de décrire à quoi ressemble une journée en fait de repas type. S'il s'agissait d'un entraînement intense ce jour-là, par exemple, qu'est-ce qu'elle mange? J'ai besoin de le savoir. Je ne suis pas un diététicien qualifié, mais je travaillerai certainement avec un diététicien qualifié ou une diététicienne qualifiée. Et je demanderai des conseils à ce sujet. Je veux aussi, par exemple, savoir si cette femme est en aménorrhée. Est-ce qu'elle a ses règles régulièrement? Est-ce que ses menstruations sont en quantité excessive? Est-ce qu'elle n'a pas trop mal? Peut-être que vous seriez surpris du nombre de patientes que vous connaissez pour qui c'est tabou d'en parler. Et personne ne demande jamais rien à ce sujet. Et vous découvrirez peut-être en posant ces questions qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors oui, bien sûr, je ne suis pas gynécologue, je ne suis pas spécialement formée en santé pelvienne, mais en posant la question, tu ouvres la porte. Ouais. Et je pense qu'en posant la question, vous faites comprendre à ce patient que vous prenez en compte tous les aspects de sa santé ici et que tous ces éléments sont importants. Oui, clairement. En fait, à ce moment-là, il n'y a peut-être pas de problème et que rien leur vient à l'esprit, mais peut-être qu'une autre fois, une prochaine fois, ils auront des problèmes de santé et ces femmes, elles pourront mettre en avant des informations qu'elles n'auraient peut-être pas jugées pertinentes de prime abord. Et là, elles en parleront parce que vous avez posé la question la dernière fois. Par exemple, des fois, elles pourront vous aborder en disant « Oui, tu me l'avais demandé avant, tu sais, si j'étais régulière, et bien là, finalement, j'ai pas eu mes menstruations, etc. » D'ailleurs, l'une des choses qui m'a vraiment aidée dans ce domaine, c'est d'avoir suivi le travail d'une équipe de chercheurs qui a accompli d'ailleurs énormément de choses. C'est toujours en cours, mais c'est un grand pas dans la bonne direction. Alors, je ne fais pas partie de cette œuvre, je vais être très claire, je ne m'attribue le mérite du travail de personne. Je ne suis qu'un clinicien qui a utilisé des ressources qui ont été mises au point par des personnes formidables de l'Institut australien du sport, et j'aimerais soutenir des personnes comme le docteur Rachel Harris, qui est également basée à Perth. Donc cette équipe, ils ont créé un site web sur la santé et la performance des athlètes féminines. Et en fait, j'encourage chaque clinicien, chaque entraîneur, chaque parent, chaque jeune athlète, tout le monde, oui. J'ai envoyé d'ailleurs un de mes frères, il est entraîneur de son équipe de football pour des jeunes garçons, donc il a affaire à des jeunes garçons en tant qu'entraîneur. Mais en fait, je lui ai quand même envoyé ses ressources en lui disant qu'il devrait le savoir parce que peut-être qu'un jour il va finir par entraîner une équipe féminine et qu'il est aussi en contact permanent avec des femmes. Et donc il l'a lu et il a dit que c'était incroyable et il l'a envoyé lui aussi à tous les autres entraîneurs du club. Donc en fait, il s'agit donc de ressources gratuites qui éduquent des gens sur les aspects de la santé et de la performance des femmes, comme le plancher pelvien, le cycle menstruel, tout ça est lié à l'exercice en fait, à la santé des seins, toutes sortes de choses qu'il est très important de prendre en compte. Et je pense qu'en tant que kiné masculin, j'ai peut-être pensé au début que c'était tabou de le faire, mais au cours des dernières années, j'ai pris de plus en plus conscience que poser des questions qui explorent ces domaines, ces questions révèlent de nombreux problèmes de santé qu'on pourrait en quelque sorte éviter. Et du coup, avec une équipe pluridisciplinaire, on peut passer à côté de certaines choses si on n'a pas cette conversation lors de la première consultation. Donc pour moi, je pense vraiment que c'est un aspect important. Par contre, je ne suis en aucun cas expert, mais comme tout le monde en clinique, je fais de mon mieux et je suis extrêmement reconnaissant des ressources disponibles gratuitement. Ah ouais, clairement, c'est une super initiative de l'AIS, donc l'Institut australien du sport. Le docteur Rachel Harris qui a créé tout ça est incroyable. Est-ce qu'il y a une histoire particulièrement qui vous a marqué, qui a poussé à vous interroger sur le sujet des femmes? Vous m'avez parlé d'une jeune fille, notamment dans la
Comme je l'ai dit plus tôt, je pense qu'il faut s'intéresser à tous les aspects de la santé de la personne. Et je me souviens effectivement d'une patiente que j'ai vue qui avait une douleur persistante. En particulier, bon, alors c'était pas le seul problème, mais elle avait une tendinopathie d'insertion des ischio-jambiers qui durait depuis plusieurs années et qui se trouvait parfois d'un côté et parfois de l'autre. Et vous savez, quand c'est le cas, je commence à réfléchir un peu à des facteurs métaboliques plus généraux et à la possibilité, par exemple, d'une spondylarthrite ou quelque chose comme ça. Bien sûr, ça ne relève pas forcément de mon domaine de compétences. Mais en tant que kiné, en fait, vous pouvez les dépister, vous demander de l'aide ensuite à un rhumatologue ou un autre spécialiste. D'ailleurs, je remercie un ami et collègue en Irlande, Paul Kerwin, qui est kiné et qui prépare son doctorat sur la tendinopathie. Il travaille en rhumatologie et ses ressources m'ont vraiment aidé à prendre conscience de ça il y a quelques années. Donc vous savez, avec les tendinopathies récalcitrantes qui sont difficiles à corriger, qui vont d'un côté, de l'autre, qui reviennent sans cesse, c'est assez fréquent dans les spondylarthrites, donc attention, c'est pas un diagnostic, mais c'est une chose qui arrive fréquemment. Donc tu regardes, tu te dis bon, je me suis intéressée à ses yeux, à leurs ongles, à leur peau. Par exemple, c'est des patients aussi qui souffrent de psoriasis, par exemple. Mais en fait, j'ouvre toujours à des facteurs métaboliques plus généraux tels que l'alimentation, le diabète et d'autres facteurs qui peuvent augmenter ce risque. Donc à cette patiente, j'ai dit ok, dis-moi plus sur ton histoire. Je veux savoir quelle athlète elle était et elle était une athlète d'endurance. Donc je m'intéresse pas mal à elle. Donc je m'intéressais à ses antécédents, notamment à sa santé osseuse et à son alimentation. Et il s'avère qu'elle avait eu plus de 20 fractures de fatigue par le passé. Et je pense que j'ai été le premier kiné à lui demander « Dis-moi à quoi ressemble une journée dans ton assiette ?» Ah ouais. Et il y avait un petit problème. Probablement oui, fracture de fatigue, et tout le reste, ça sent le Reds, quoi. C'est un peu des drapeaux rouges. Ouais. Et j'ai aussi posé des questions sur le cycle menstruel et diverses autres choses, et elle m'a révélé qu'elle était atteinte du SOPK, donc le syndrome des ovaires polykystiques. Et vous commencez à mettre toutes ces choses ensemble. Oui, c'est comme ça qu'on voit la situation un peu plus large. Et il s'avère qu'elle était également du coup résistante à l'insuline. Et vous commencez à tout mettre en place et à brosser un tableau de santé de plus en plus vaste. Elle n'avait pas juste une tendinopathie, quoi. Et je pense que c'est uniquement en rassemblant toutes ces pièces ensemble, et oui, aussi les connaissances, parce que si vous n'êtes pas au courant de la signification de ces pièces, vous ne pouvez pas les assembler ensemble, ça ne fait pas sens. Vous ne pouvez pas penser aux atteintes métaboliques si vous ne connaissez pas un minimum de choses là-dessus. Ah oui, bien sûr. Et bien sûr. Et j'ai eu la chance qu'elle ait vu au même moment un autre kiné en Australie, et on lui demandait à peu près les mêmes choses. Donc peut-être que ça reflète, je sais pas, nos deux expériences croissantes, ou peut-être que cela reflète une augmentation des connaissances et une prise de conscience accrue sur ce sujet. Oui, certainement. Et donc on l'a vu le même jour, et on a eu une conversation qui nous a aidé à trouver une solution. Alors on a vu les choses comme ça, on va t'orienter vers un diététicien, on va caler une consultation en rhumatologie. Tout là, et tout ça s'est produit en fait grâce à cette conversation. Donc en fait l'alternative c'est d'essayer de traiter son tendon, évidemment, même si je pense que ce sera peut-être infructueux parce que ce n'est pas la racine du problème. Oui, clairement. Et vous parliez d'une douleur persistante. Je sais que la douleur t'intéresse particulièrement en tant que clinicien et universitaire. Est-ce que tu penses qu'il y a eu un problème lié à la douleur et aux facteurs métaboliques comme le REDS, le SOPK, la résistance à l'insuline? Je ne sais pas. Et la réponse? Non, je ne sais pas. Je pense que c'est pas si facile. Je veux dire, j'ai en tête des patients qui souffrent de ces symptômes et qui souffrent de douleurs persistantes comme ceux qui n'ont pas ces conditions. Donc je veux dire, vous pouvez envisager cette idée de profil inflammatoire accru, si vous voulez, et de voir si ça augmente le risque ou non de douleur. Mais je pense aussi que la douleur est complexe et que de nombreux patients souffriront de ces symptômes sans développer de douleurs persistantes ni de douleurs généralisées. Donc je pense que j'ai du mal à faire une déclaration générale à ce sujet, ouais.
Je suis du genre à penser que tout le monde est différent. Il est important de sonder tous les aspects de la santé en général, comme leur douleur, mais aussi leur santé en général et leur performance en tant qu'athlète. Donc je ne peux pas dire avec certitude que ces facteurs étaient à l'origine de sa douleur ou qu'ils aient contribué à sa douleur, mais ce sont là des indicateurs très importants de son état de santé général et de sa capacité à performer en tant qu'athlète. Donc j'ai la responsabilité, lorsqu'elle vient me voir, de ne pas seulement regarder cette partie du corps où elle dit que ça fait mal, mais de regarder de manière plus générale. Donc je ne peux rien dire avec certitude, mais elle est en meilleure voie et sa douleur s'est améliorée. Encore une fois, cela ne signifie pas nécessairement que tout était lié de manière causale. Mais je pense qu'en tant que clinicien, j'ai la responsabilité d'examiner la situation sous un angle plus large et d'examiner son profil de santé et ses performances en tant qu'athlète. Et ça, on a une responsabilité en tant qu'équipe. Ensemble, on va essayer de la ramener là où elle est, au niveau où elle était avant. En fait, j'ai pas envie de dire qu'il y a un lien de causalité. Je pense que c'est dangereux de faire ça. Il est très facile. Donc, on va prendre l'exemple. Il y a toujours quelqu'un qui se rend chez toi, dans ton cabinet. Il te voit et puis hop, il s'améliore. C'est très facile d'en assumer la responsabilité. Mais vous savez, il y a tellement de variables. Je ne peux pas dire que c'est ce qui l'explique, ce que j'ai fait. Mais ce que je peux dire, c'est que ces conditions, ce qu'on vient de parler, interféraient avec sa santé et ses performances en général. Et on a la responsabilité de ne pas passer à côté de ça. Et tu sais, elle a eu quand même une vingtaine de fractures de fatigue. Et j'aurais vraiment aimé que quelqu'un pose cette question bien avant pour elle. Oui, clairement. Et penses-tu que le seuil de sensibilité pourrait être modifié par tout ça ? Je comprends pas où tu veux en venir. Le seuil douloureux. Ah, oui, c'est possible. Oui, bien sûr. Enfin, le seuil ou finalement autre chose, n'est-ce pas ? Comment on pourrait le savoir ? Parce que par exemple, si on améliore son alimentation, on améliore son sommeil. Alors ok, disons qu'on réduit son stress dans sa vie extérieure et qu'on modifie de nombreux facteurs parce que c'est ce qu'on fait en tant que kiné. Elle s'améliore et n'importe quel athlète va s'améliorer d'ailleurs. Donc dans tous les cas, que ce soit la douleur ou la performance, il y a tellement de pièces sur l'échiquier. Donc par exemple, quel est le coût qui convient parfaitement ? Est-ce que l'on peut dire, hey, voilà, son régime alimentaire impactait pour 20%, il y avait 80% de ça, etc. Ouais, on le sait pas. Et je ne pense pas, et je pense qu'on ne le saura jamais, et c'est pas grave. Oui, parce que nous, ce qu'on veut, c'est améliorer les gens, pas avoir raison. Oui, c'est pas à propos de Manon et de Merv et ce qu'ils font en clinique. Je pense que ce que j'essaye de faire, et je pense que nous avons la responsabilité de faire, c'est d'essayer de faire évoluer tous les indicateurs de santé dans la même direction. Et ensuite, on espère qu'ils feront une différence au niveau de la performance, de la douleur ou de la santé en général. Et je pense que nous sommes davantage capables d'établir des relations de cause à effet entre l'état de santé général et la performance que nous pouvons le faire pour la douleur. Vous savez, j'ai déjà vu des patients pour lesquels nous faisons toutes sortes de progrès dans ces domaines, mais la douleur, elle ne s'améliore pas. Et je vois des patients pour lesquels il y a un profil alimentaire similaire qui s'ouvre du REDS et la douleur n'est pas un problème. Et il y a même des patients qui n'ont suivi aucun de vos conseils et leur douleur disparaît tout simplement. C'est tellement délicat. La douleur est complexe. Oui, eh bien, les humains le sont aussi. Et le monde entier dans lequel nous vivons l'est. Je pense donc qu'il s'agit simplement de reconnaître que nous sommes des contacts de première ligne dans la santé. Les gens vont venir nous consulter en première intention et ils disent « Oh, j'ai mal à la cheville, j'ai mal au genou ». Et ces femmes, par exemple, ne connaissent pas nécessairement l'importance du cycle menstruel en tant que marqueur de leur état de santé général. Elles ne le savent pas, ou alors il y a de la désinformation. Et en tant que principaux contacts ou professionnels de santé, je suppose que nous avons la responsabilité de porter un regard sur des aspects plus larges que leur douleur ou leur santé. D'accord, oui, c'est le genou qui fait mal, regardons leur genou. Et bien sûr, c'est important, c'est ce qu'ils recherchent, mais je suppose que nous avons la chance de pouvoir utiliser toutes nos connaissances pour soigner les gens dans leur globalité et on devrait le faire. Merci, Merv. Avez-vous quelque chose d'autre à partager avec les auditeurs ? Peut-être des choses à propos des considérations des athlètes féminines ou quoi que ce soit d'autre ?
Oui, bien sûr. Je n'ai pas de grandes perles de sagesse, tu sais, je ne fais que l'étoffer. En tant que clinicien, j'essaie vraiment de faire de mon mieux avec chaque patient que je vois et j'essaye d'interagir, d'apprendre et de réfléchir de chaque personne. Je suppose que l'une des choses qui est importante, c'est de toujours réfléchir au processus que nous suivons avec nos patients. Mais sur le sujet de la femme athlète, la meilleure chose que je puisse faire, c'est probablement d'orienter les auditeurs vers les ressources de l'Institut australien du sport pour l'initiative pour la santé et la performance des athlètes féminines. Vous pouvez aller en ligne et vous consulter ces ressources sur le site internet. C'est disponible gratuitement. Et comme je l'ai déjà mentionné, ces personnes ont fait un travail incroyable. Je ne suis pas impliquée dans ce travail, mais je trouve ça extrêmement utile pour moi, et extrêmement utile en tant que ressource à fournir aux patients pour les aider à avoir ces conversations, pour légitimer certaines de mes déclarations et aussi leur faciliter la tâche lorsqu'ils consultent un autre spécialiste ou un autre médecin pour obtenir une recommandation. Ils y vont avec des informations, ils y vont avec des connaissances. Et vous savez, les connaissances, c'est le pouvoir. Donc je crois fermement que les cliniciens devraient consulter ces ressources. Elles sont disponibles gratuitement et que vous voyez des patients jeunes, des patients plus âgés, des patients de sexe masculin ou féminin. Eh bien, le fait est que nous interagissons tous avec des femmes. Oui, un jour ou l'autre dans nos vies, non ? Forcément. Au moins le premier. Oui, c'est tout à fait exact. Il s'agit donc d'informations inestimables, pas seulement au sein de notre clinique, mais je pense dans notre vie en général. Oui, un peu comme du savoir ou de la culture. Absolument. Et ça peut améliorer votre vie et celle des autres. Complètement. Merci beaucoup, Merv. Merci pour votre temps et je vous dis à bientôt. Merci, Manon. Merci à toi d'avoir été jusque-là. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur ton appli de podcast préféré et des commentaires bien sûr. N'hésite pas à nous dire ce que tu as aimé ou ce que tu voudrais voir améliorer. Et dans notre prochain format d'interview, si tu veux écouter quelqu'un en particulier sur le sujet de la femme sportive, n'hésite pas à nous le suggérer en commentaire ou en DM sur Instagram. Allez, à bientôt!